Merci de nous choisir pour vous informer. Le deuxième grand rendez-vous de ce soir, l'invité, ça le fait avec Maître Éric Emmanuel Sosa. Il est avocat au barreau du Togo. Dans les minutes qui vont suivre, nous allons devoir passer à la loupe l'actualité portant sur l'Algérie. On va revenir un peu sur l'Angola et puis la France en troisième position. Maître, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Mathieu Gay. Oui. Alors, quand on vous dit Algérie dans tout son ensemble, quelle est l'impression que vous avez du pays après le départ de Abdelaziz? Écoutez, on a l'impression qu'il y a une grande soif de changement et, disons, des attentes qui, pour l'instant, n'ont pas encore été satisfaites. Elles n'ont pas été satisfaites pour plusieurs raisons. Parce que l'exigence populaire est d'abord de nettoyer complètement la classe politique, enfin l'espace politique d'abord, et ensuite de mettre en place de nouvelles institutions avec de nouveaux hommes. C'est ça la demande. Maintenant, en toile de fond, on a finalement comme un jeu d'ombre où on a l'impression que les autres partent pour mieux rester en quelque sorte. Parce que au final, qu'est-ce qu'on a? Le même régime, les caciques du FLN, l'armée qui est plénipotent et une population qui en même temps est prise à son propre jeu parce que vous savez, c'est facile de tirer tout le temps sur les gouvernants, mais à un moment donné il faut aussi que la population prenne ses responsabilités. On a des élections dans 2 jours et apparemment la rue n'en veut pas de ces élections, parce que elle n'y trouve pas d'intérêt ou n'a pas positionné des candidats qui sont conformes à ses attentes. On va dire ça comme ça, pour ne pas être désagréable. Et finalement, on ne sait pas pourquoi, elle n'a pas proposé les candidats qu'il fallait. On a l'impression que, parce qu'on n'a pas fait les élections suivant le calendrier voulu par la rue est incapable de proposer des candidats. Or, c'est tout à fait l'inverse. Si vous savez qu'il y a une séquence de la vie démocratique qui passe par les élections, vous préparez l'avenir à partir de ce que vous avez. Préparer l'avenir à partir de ce qu'on a, ça veut dire quoi concrètement, maître? Ça veut dire, quand il y a des élections, y aller avec des candidats susceptibles de représenter un changement, le changement voulu, et qui soient des hommes neufs, courageux, capables d'affronter le système en disant « Non, maintenant, c'est nous ». Parce qu'on ne nous parle pas d'élections qui seraient tronquées. On n'est pas du tout dans ce cas de figure, et on n'a pas du tout ce mot d'ordre-là, politique. On est plutôt dans un dégagisme un peu stérile. Et c'est ça qui est malheureux dans le cas algérien. C'est malheureux parce qu'ils ont quasiment tout eu. Bouteflika et son 5e mandat, ils se sont levés comme un seul homme. Bouteflika n'est plus dans le jeu. Et ensuite, ils ont obtenu, et quasiment au forceps, un régime transitionnel avec lequel il était possible de négocier des choses. Mais finalement, on a l'impression que les hommes politiques, on ne sait plus qui ils sont aujourd'hui en Algérie. La rue, tous les vendredis, ne nous propose pas des gens susceptibles de représenter, disons, une force de dialogue avec lesquels on va élaborer un nouveau système de gouvernance. Et c'est ça qui est frustrant. Et c'est vraiment très malheureux parce que ça peut amener à des dérapages tout à fait dommageables. Alors, le problème aujourd'hui, c'est que Abdelaziz Bouteflika est parti, mais c'est une partie de son équipe qui est toujours là. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas grand changement. Il n'y a pas grand changement en la matière. Attendez, on veut sortir des hommes es nihilo. Du néant, on veut faire émerger des cadres tout neufs qui n'ont jamais participé à la gestion de l'État, qui n'ont jamais eu à exercer de responsabilité, et subitement, on voudrait... Bon, ça peut arriver, c'est arrivé avec beaucoup de bonheur dans beaucoup d'endroits. Mais regardez par exemple le cas de la Tunisie. Quand le régime Ben Ali a été balayé, qui sont ceux qui sont là aujourd'hui? Peu ou prou, les mêmes personnes. Ils ne sont pas si neufs que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Kaïd Saïf n'est pas un homme complètement nouveau.
voyez, il était déjà quelque part dans le système. Mais lui n'était pas aussi quand même pas politique. Pas aux affaires. C'est Oui. pas un homme politique, d'accord. Mais c'est pas un homme nouveau. Ou alors on fait du neuf avec de l'ancien. Vous voyez, non mais c'est vrai, ce serait quelqu'un, bon, vraiment beaucoup plus représentatif de la nouveauté si c'était un jeune de 40 ans qui arrive de nulle part, que personne ne connaît et qui remporte la mise. Mais là, non. Vous voyez, parce que finalement, voyez ce qui s'est passé et ce qui se passe actuellement en Tunisie. On a un nouveau président, d'accord, qui est pas issu du système, d'accord, et puis finalement, au Parlement, on a Ennahda. Et il faut maintenant composer avec Ennahda. Donc vous voyez qu'en fin de compte, c'est les mêmes. Ce qu'on refuse, on le reproduit. Il y a quelque chose d'énigmatique dans le système, dans le problème algérien que je n'arrive pas à décrypter. Alors, face à l'impasse actuelle, que faut-il faire pour peut-être décanter la situation? Parce qu'on sait que les élections doivent avoir lieu le 12 décembre, dans 2-3 jours au plus. Et normalement, certains nomades devaient voter ce 10, mais cela n'a pas été le cas. Que faut-il faire concrètement? Peut-être. Grand Dieu, Mathieu Gay, si je me mettais à vous dire ce qu'il faut faire en Algérie, c'est que vraiment je serais devenu pythoniste, ou alors je serais un expert politologue hyper capé à qui il faudra venir demander conseil. Hein. En Algérie, probablement, allez voter quand même. Parce que ne pas voter, ça va créer quoi? Un chaos supplémentaire. Ou plutôt, pour l'instant, c'est pas encore le chaos. Mais parce que le pays est un peu tiré à hu et à dia, mais quand même il tient debout. On n'a pas tous les jours des morts massifs, on ne déplore pas des violences militaires contre les populations, on n'a pas encore ce genre de scénario. Mais quand même, je dis, si on me demande ce qu'il faut faire, je dis, allez voter. Voter pour quelqu'un qui, à un moment donné, sera rendu redevable. Vous voyez, c'est d'abord ça ce qui est à l'œuvre actuellement. On ne voulait pas de Bouteflika, il n'est plus là. Mais, regardez, aujourd'hui même, on a jugé 2 anciens premiers ministres de Bouteflika. 15 ans pour l'un et 12 ans pour l'autre. C'est la sentence. Bon, on parle de Saïd Bouteflika, le frère, qui aussi est dans le collimateur de la justice et qui va être jugé. Mais on a quand même fait des avancées prodigieuses. Et un homme politique peut au moins, dans cette veine-là, tirer le bénéfice populaire de ses actions. Il ne se saisit même pas de l'occasion et de l'opportunité qui est donnée. C'est ça qui est dommage, c'est un vrai gâchis, en fin de compte. On veut que tout le monde parte, en fait. Hein. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Attendez, non, il faut quand même, à un moment donné, savoir raison garder. Tout le monde, c'est qui? Tout le monde, c'est qui? Les anciens du clan. Alors, ça veut dire toute l'administration, ça veut dire tous les magistrats, ça veut dire tout l'état-major de l'armée algérienne, pour être satisfait, enfin, de toutes ces revendications. C'est ça qu'on veut? C'est quoi? On veut que subitement, dans les ministères, on dégage tous les cadres et qu'on mette des gens neufs qui n'ont pas fait les classes préparatoires de l'administration ordinaire. Parce que quand même diriger un pays, c'est beaucoup de mécanique. Hein. C'est beaucoup de mécanique. Et on ne se lève pas comme ça en s'improvisant chef de l'administration avec des gens qui ne connaissent pas l'administration. Une administration qui a 50 ans d'existence, mais elle a fait ses preuves, elle a ses états de service, et il faut que quelqu'un la défende. Et qui doit la défendre aujourd'hui, si ce n'est pas ceux qui, à un moment donné... Mais il y a beaucoup de gens quand même, il n'y a pas que des pourris en Algérie, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé consciencieusement comme des patriotes, soucieux de l'intérêt public, et qui ont défendu avec beaucoup de bravoure et de dignité l'intérêt de l'État. On ne peut pas me dire que tous ces gens-là, il faut les jeter à la poubelle et secréter des hommes neufs. C'est pas possible. Maître Éric Emmanuel Sosa, ce qui veut dire que malgré ces manifestations, celles-là, l'élection va avoir lieu. Mais écoutez, il y a une constitution qui actuellement est en train d'être appliquée, que ça plaise ou non.
C'est la loi fondamentale qui prévoit, en cas de vacance du pouvoir, les conditions dans lesquelles on organise les élections. Ils ont même obtenu, ça devait avoir lieu au mois de juillet, le 4 juillet, normalement, d'après la Constitution. Ils ont obtenu qu'on reporte. Et même pendant le report, la classe politique nouvelle, dont on attendait l'émergence, n'est pas venue occuper la place. Et on dit non, et on ne veut plus les anciens. C'est quand même une énigme. On va passer au sujet suivant. L'Angola, début du procès pour corruption du fils de l'ex-président Dos Santos. Le procès du fils de l'ex-président Dos Santos s'est ouvert le lundi 9 décembre à Luanda. José Filomeno Dos Santos, 41 ans, ancien patron, bien sûr, du fonds d'investissement souverain angolais, et ses 3 complices présumés comparaissent pour détournement de fonds et blanchiment d'argent. Et puis, c'est le premier du genre, ce procès-là, en Angola. Oui. Ça vous en dit? Mais il faut bien que ça commence un jour. Et ça a commencé finalement? Eh bien oui, attendez, vous savez, on va vous dire, mais non, c'est un règlement de compte, c'est une chasse aux sorcières, etc. Ben oui, écoutez, le président Lorenzo fait partie du système, c'est un homme du sérail des Dos Santos, mais à un moment donné, on ne peut pas dire, parce qu'on a été aux côtés de ceux qui sont partis, un peu ce qui se passe en Algérie, pour faire le parallèle. Oui, le parallèle, quand oui. même, on est obligé de temps en temps. Voyez-vous, ce sont les mêmes qui sont capables de juger ceux qui ont fauté pendant qu'ils étaient aux affaires. Les juges qui sont en train de prononcer les sentences aujourd'hui, ils étaient déjà juges. Ils sont en train de juger leur ancien patron parce que... Mais pourquoi ils n'ont pas fait... C'est la même chose qui se passe ici en Angola. C'est-à-dire que ceux qui sont là aujourd'hui, qui vont juger José Filomeno, sont des gens qui ont été nommés parfois par son père. Et ils sont là pour appliquer des principes, pas pour protéger des hommes. Vous voyez, et on ne peut que se féliciter qu'en Afrique aussi, cela soit possible, à la faveur d'un changement de pouvoir, à la faveur d'une alternance, même si c'est une fausse alternance. Parce qu'en fin de compte, João Lorenzo et Dos Santos, c'est même pipe et même tabac. Blanc, bonnet, bonnet, blanc. D'accord. Mais à un moment donné, quand Blanc Bonnet décide de ne plus être blanc, on peut dire bravo. On peut dire bravo et souhaiter que ça ne soit pas uniquement un feu de paille et que ça s'enracine dans les mentalités, que si vous avez fauté, si vous avez abusé de la manne publique, à un moment donné, vous allez payer. Que ce soit aujourd'hui ou demain. Aujourd'hui étant dans ce régime un peu transitoire, parce qu'on n'a pas encore une véritable alternance en Angola. Alors, quand on sait que le président actuel était quand même l'un des hommes de main de l'ancien Dos Santos, et on assiste à ces genres de scènes-là, on se demande qu'est-ce s'il n'avait pas marché entre-temps, et puis avec son avènement au pouvoir, on assiste à ces genres de scènes. Si ce n'est pas la sœur de Filomeno, ça doit être le petit frère ou quelqu'un d'autre dans la famille. Alors, je vais plutôt dire les choses autrement. Ce qui marche, et ce qui a marché, c'est qu'il y a des gens qui, à un moment donné, même étant très proches du pouvoir, sont capables de lucidité, se dire ce que nous faisons n'est pas très bien. Ce qui se passe n'est pas beau et n'est pas digne de nous et ne fait pas honneur à notre pays. Pourquoi avoir gardé le silence durant tout ce temps-là? Parce que vous ne pouvez pas. Écoutez, c'est simple. Osez aller dire pendant que vous y étiez et que le patron, dont les enfants sont les auteurs de ces frasques, est là, tout puissant, allez lui dire que ses enfants sont des criminels ou des fautifs et que vous allez les mettre en prison. Il vous en cuira. Vous choisissez l'exil ou le cimetière. Et quelque part, vous avez été complice. Attendez. N'est pas dénoncer le mal. Mettons-nous bien d'accord. Oui. Attendez, mettons-nous bien d'accord. Je suis ministre de la Défense, comme l'a été João Lorenzo, d'accord? Oui. Bon, le fils du président et la fille du président sont en train de mettre à sac les trésors publics. En tant que ministre de la Défense, je dois faire mon travail de ministre de la Défense d'abord, correctement. Et il l'a fait. Et il l'a fait, je suppose qu'il l'a fait. Et je n'ai pas tous les matins à aller toiser le président en disant « tes enfants sont en train de se baffrer et en train de mettre à sac les trésors publics ». Non, c'est pas mon métier. Je ne suis pas agitateur public, je ne suis pas là pour éveiller la conscience d'un président qui sait que ses enfants sont en train de faillir.
Un peu la même chose. Écoutez, on va glisser un peu à côté, au Gabon. Tous les gens qui aujourd'hui sont les opposants des Bongo, du clan Bongo, ils y étaient tous, autour de la mangeoire. Tous. Jean Ping y compris. Tous. Aujourd'hui, ils dénoncent. C'est bien. Si la lucidité, à un moment donné, arrive avec la traversée du désert, c'est tant mieux. Mais il faut que ça commence un jour. Au vu de ce qui se passe actuellement en Angola, est-ce qu'on peut dire que c'est le début d'une lueur qui promet un lendemain meilleur? Eh bien, c'est la même chose. Je suis obligé de faire ces comparaisons-là. Oui, ça s'impose. Parce que, vous voyez, Brice Lacruche Aliaga, qui était il y a 2 semaines encore le tout-puissant directeur de cabinet d'Ali Bongo, est aujourd'hui arrêté parce qu'on lui reproche, à lui et à quelques personnes autour de lui, d'avoir commis des détournements. Ce n'est pas peut-être parce qu'on n'est pas en odeur de sainteté avec la personne qu'on lui colle une étiquette pour pouvoir l'embastiller ou bien ce n'est pas une étiquette. Le fait passer devant la justice. Mais s'il n'y a pas de fait, on dit ça tout le temps. Et à un moment donné, vous voyez, en Afrique, ça devient vraiment écœurant. On a dit ça du fils Wade. Non, parce que c'est le fils Wade, alors on devrait arrêter de le critiquer parce que ça serait une chasse aux sorcières. On a dit ça de Khalifa Sall. On dit ça tout le temps, de Idrissa Seck. Tout le temps. Alors non, en Afrique, il faudrait que les gens s'habituent à ce que les deniers publics soient sacro-saints. Les deniers publics, c'est pour tout le monde. Et si quelqu'un se les approprie, il faut qu'il rende des comptes, quel que soit le régime en place. Il faut qu'ils rendent des comptes. Et c'est bien que ce soit le régime qui les a favorisés qui en même temps réclame les comptes. C'est mieux. Parce que si c'est les autres, on va dire, là c'est la chasse aux sorcières, définitivement. C'est vrai que les intentions derrière ne sont pas que vertueuses. On est d'accord. Mais quand même, ça arrive et à la satisfaction, au moins, du plus grand public. Je pense que c'est une bonne chose. On dit, lorsqu'il était aux affaires, la justice lui a reproché d'avoir fait transférer illégalement 500 millions de dollars depuis la Banque centrale vers le compte londonien d'une agence du Crédit Suisse. C'est pas aussi... Lorsqu'il était aux affaires. Oui. Mais oui, voilà. Maintenant, il ne l'est plus. Et les faits... vous voyez, souvent, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que lorsqu'on est aux affaires, on a les moyens de tout camoufler. Et on a les moyens de s'assurer de l'opacité technique qui n'expose pas. Oui. Et quand on n'est plus aux affaires, ça se voit parce que les lumières maintenant se font et on va voir dans les tiroirs et on voit les choses. Donc à un moment donné, c'est pour ça que très souvent, ils ne veulent pas quitter les affaires. Parce que s'ils les quittent, on verra qu'il s'est passé des... Cela m'amène à vous poser une question, des cadavres dans les armoires, c'est ça? Oui. Au vu de ce genre de jugement, est-ce que ces gens-là ne seront pas tentés de demeurer toujours au pouvoir, ou bien certains postes clés qui... Alors, on va dire, oui, parce qu'il faut leur assurer une immunité. Donc, ça veut dire, quand vous venez au pouvoir, baffer, piller et négocier l'immunité. Comme ça, quand vous partez, on est sûr que vous allez partir. Ça voudra dire quoi? Ça veut dire, on va faire une alternance où des gens vont respecter la loi en disant, ok, d'accord, je pars au bout de 2 mandats, à condition qu'il ne m'arrive rien. Donc, j'ai le droit de faire tout ce que je veux pendant mon mandat. Non, mais pas ça quand même. Écoutez, c'est un peu ce que vous dites. Parce que ça voudra dire, si j'ai peur qu'on me reproche quand la personne sait quand elle était au pouvoir ou bien enfin aux affaires, et juste après on doit l'embastiller, on doit le faire traîner devant la justice à longueur de temps. Ayez une gestion vertueuse de la chose publique et vous pouvez partir tranquille. Écoutez, il y a quand même en Afrique, Dieu merci, dans beaucoup de pays, on va citer la Tanzanie, le Botswana, le Malawi, la Zambie, des anciens présidents, des anciens ministres qui ne sont plus aux affaires et qui continuent de vivre une vie normale. Certains sont encore reconvertis dans la nouvelle administration parce qu'ils ont des compétences reconnues. Donc c'est ça ce qu'on veut. C'est pas des gens qui vont négocier une impunité en se baffrant au dos de l'intérêt public. C'est ça le problème. Voyez? Donc non, ne mélangeons pas les choses. N'allons pas dire si on n'est pas sûr d'être complètement immune, alors
on va garder le pouvoir le plus longtemps possible, y compris contre la volonté populaire et contre la Constitution. L'une des accusations dit, l'acte d'accusation du lundi à l'audience, les soupçons d'avoir voulu s'enrichir personnellement avec l'argent de l'État, et s'explique que cette tentative d'escroquerie aurait été maquillée, bien sûr, en un plan qui devrait permettre à l'Angola de bénéficier de 35 milliards de dollars de financement. Voyez-vous, 35 milliards de dollars. Ça veut dire quoi? Combien d'écoles on peut construire avec ça? Combien de maternités, combien d'hôpitaux de qualité, combien de médecins on peut former, combien d'ingénieurs on peut former dans de bonnes écoles et de bonnes conditions? Voilà ce qui se passe. Donc on ne peut pas dire, parce qu'il est le fils de l'ancien président, alors on ne va pas le poursuivre, parce que sinon ça fait chasse aux sorcières. Leçon à tirer. Leçon à tirer, courage à M. João Lorenzo et bon vent à sa politique de réforme et de normalisation de la vie politique. En 5 minutes, nous allons aborder le dernier thème, bien sûr, la France bien mal acquis, ouverture du procès de l'oncle de Bachar al-Assad à Paris, des soupçons de bien mal acquis et un siège vide, le procès de Rifat al-Assad, oncle du président syrien Bachar al-Assad, soupçonné de s'être frauduleusement bâti en France un empire immobilier d'une centaine de millions d'euros, s'est ouvert lundi à Paris en son absence. Qui juge qui finalement dans cette affaire-là? Vous voyez, vous êtes avocat au barreau. Décidément, ce soir... Vous êtes bien placé pour nous éclairer sur ce... ce soir, on est dedans. C'est le fil conducteur de notre émission d'aujourd'hui. Oui. Qui juge-t-on? On juge un homme qui a profité de sa position pour s'enrichir illicitement. Et qui est en train de juger? Un État qui a estimé que ce genre de comportement est anormal. Et pendant longtemps, je fais partie des gens qui ont hurlé en disant on ne juge que les Africains pour les biens mal acquis, on laisse les princes arabes et les oligarques russes. Maintenant, ça a commencé, Dieu merci, il faut que la France, l'Angleterre, la Belgique, tout ça fasse le ménage. Les États-Unis le font depuis beaucoup plus longtemps. En quoi ça concerne la France? Non, de quoi je me mêle? Mais de quoi je me mêle? Mais je me mêle de ce que, si vous voulez, aux États-Unis, vous savez, il y a une loi qui s'appelle Helms-Burton. Oh yes. La loi Helms-Burton, elle est tellement rigoureuse que si jamais il y a un soupçon de blanchiment, c'est-à-dire que vous avez utilisé des dollars, vous avez reçu des dollars, placés aux États-Unis, si ça provient d'une infraction de quelque nature que ce soit, et parfois l'infraction, c'est juste le fait d'avoir travaillé avec Cuba, que vous venez aux États-Unis avec vos dollars, eh bien, vous allez vous retrouver en prison parce qu'ils ne veulent absolument pas que les finances qui émergent vers les États-Unis soient, en quelque manière que ce soit, teintées du sang, du crime et de quelque crime que ce soit. Alors, si les Américains le font et qu'ils ont mis en place un système qui leur permet, eux, de dire cet argent-là, nous n'en voulons pas chez nous, on va dire à la France de quoi je me mêle parce que la France, enfin, s'est ouvert les yeux en disant mais attendez, ces gens-là c'est des pillards, ils viennent chez nous pour acheter des kilomètres carrés de bâtiments luxueux avec l'argent qu'ils volent aux gens et on va dire mais ça ne nous regarde pas, on ferme les yeux parce que ce n'est pas notre argent. Non. Je pense que la France a finalement une leçon à donner pour s'élever à la dignité de ce qu'elle a voulu représenter dans le monde en faisant ce genre de procès. On a dit avec ses 4 épouses, leurs enfants et une suite de quelques 200 fidèles, dont de nombreux fonctionnaires. Il a amassé en Europe une fortune immobilière qui a fini par éveiller les soupçons, notamment en Espagne, où plus de 500 propriétés évaluées à 691 millions d'euros ont été saisies, où il risque un procès. Oui, écoutez, vous ne trouvez pas que pour un seul homme, même s'il a 4 femmes et je ne sais pas combien d'enfants, c'est exagéré
S'il travaillait, écoutez, j'aimerais qu'on Mais me dise, c'est un capitaine d'industrie qui a créé, je ne sais pas moi, telle industrie touristique, des hôtels, etc. Non, il achète des maisons. Mais c'est facile de se les acheter comme ça parce qu'on ne travaille pas, on ne transpire pas pour gagner cet argent. Il aurait pu construire des hôtels, enfin, bon, mais maintenant, ils achètent des armes pour tuer massivement chez eux, et pendant ce temps-là, quand le neveu est en train de trucider la masse, l'oncle est en train de baffrer en Espagne sur la... Non, mais Mais pourquoi avoir attendu tout ce temps-là, à 82 ans, on veut le faire traîner maintenant devant la justice pour le coûter. Pourquoi ne pas le faire à temps et le monsieur s'est construit tout cela et on ne sait plus qu'il peut partir, qu'il ne peut plus partir avec... pour racheter ça. Si c'est pas construit, il a pris l'argent des Syriens pour s'acheter ça. Et il faut à un moment donné que quelqu'un vienne au secours des Syriens et qu'on prenne cet argent pour faire quelque chose, parce qu'aujourd'hui, les Syriens en ont besoin. Pas lui. Lui n'en a pas besoin. Ce dont il a besoin pour vivre à 80 ans passés, il l'a eu. Mais les Syriens ont besoin de cet argent, au moins une petite partie. Maître Éric Sosa, c'est déjà la fin, le dernier mot. Écoutez, là aussi, je souhaite que ce procès fasse exemple et que la décision qui sera prononcée fasse jurisprudence. Merci beaucoup, Maître Éric Emmanuel Sosa. Vous êtes bien sûr avocat au barreau du Togo. Vous êtes notre invité de ce jour, messieurs. Merci pour votre fidélité. Nous allons devoir marquer la pause et se retrouver dans Regard croisé dans une dizaine de minutes. À très vite.